messieurs, bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Nouvelle Ère qui retrouve son format classique avec le retour donc, du public nombreux. Ce soir, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Un numéro consacré à un sujet hautement d'actualité puisque nous allons parler de mobilité. Peut-on travailler en ville et vivre à la campagne entre le prix des carburants, les embouteillages monstres aux heures de pointe à l'arrivée des grandes agglomérations? Eh bien, nos invités que sont l'association de covoiturage EOP et la communauté de communes du Val d'Isle Aubigné vont nous parler des solutions mises en place par leurs associations et leurs territoires. Et puis tout de suite, nous découvrons nos reportages à travers le sommaire vidéo de l'émission. Pour mieux comprendre où pourrait circuler ce train léger, Régis nous emmène en périphérie rennaise. Là, nous sommes sur une voie actuellement désaffectée qui pourrait demain être réhabilitée pour un service voyageurs et fret léger en module autonome taxi-rail. Le bateau fera 10 mètres de long et pourra transporter 20 passagers et 20 vélos. La construction au chantier naval Bagou Boat, spécialiste des bateaux électriques, aura duré 6 mois. Jérôme et son équipe ont travaillé à le rendre le plus économe possible au niveau énergétique. La nouveauté pour vous, c'est qu'il y a quelques semaines maintenant, vous êtes devenu une SCOP. Ça veut dire que les 25 salariés, il y a une partie qui sont aussi associés aujourd'hui de l'entreprise. Oui, tout à fait. Depuis le 1er mars, le dirigeant, M. Maïek, a décidé de vendre son entreprise à ses salariés. Il l'a proposé. Et donc 12 salariés sur les 25 ont validé le projet et sont devenus associés. Donc on est aujourd'hui une SCOP. Place maintenant à la pratique. Signe de son succès, le service fonctionne avec une liste d'attente. Autre initiative favorisant la mobilité sur le territoire, la navette Mobifuté. 4 fois par jour, elle relie la gare de Montreuil-sur-Isle à Fins et Aubigné. Voilà pour ce sommaire vidéo. Bonjour Jean-Marc Esnault. Bonjour. Merci de nous accueillir une nouvelle fois ici à The Land. Alors on fait souvent le constat de l'absence de solutions de transport en commun en campagne. Comment on explique cette situation et qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là finalement ? Alors, sur ce sujet-là, il y a quelque chose qui est presque anachronique, c'est-à-dire qu'on a développé un réseau de voies ferrées très denses en France au lendemain de la guerre de 1870, qu'on a perdu d'ailleurs. Et l'État, à ce moment-là, s'est dit qu'il fallait développer un réseau de voies ferrées assez dense parce qu'on s'était rendu compte que pendant la guerre, on avait du mal à déplacer les troupes sur le terrain du conflit de manière suffisamment rapide. Donc ça, c'était une première motivation. La deuxième motivation, c'est que comme à chaque fois, au lendemain d'une guerre, il faut relancer l'économie. Et donc, on s'est lancé dans un grand plan d'investissement avec la construction donc, de ces 8800 km de voies ferrées. Je disais anachronique parce qu'on a construit ce réseau de voies ferrées très dense. Et puis, juste après, on a connu ce mouvement d'exode rural, de départ des campagnes vers les villes. D'accord. Donc une déshérence finalement de ce réseau ferroviaire qui avait été construit. Qui est tombé au fil du temps en désuétude, d'une certaine manière. On parle là du ferroviaire, mais de manière plus générale, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à ces transports en commun, on en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur la question du transport en commun dans les territoires ruraux, c'est une vraie problématique. Il y a des enjeux qui sont forts, on l'entend assez régulièrement dans les médias. Aujourd'hui, de manière peut-être un peu plus significative, quand on voit l'augmentation du prix du carburant, des ruraux, ce sont souvent des ruraux qui font des déplacements quotidiens pour aller de leur domicile à leur lieu de travail, parfois en métropole, 30-40 km à l'aller, 30-40 km au retour. Donc il se joue là quelque chose qui est de l'ordre de l'économique. Au-delà de cet aspect-là, on peut aussi citer d'autres enjeux forts autour de l'environnement. La voiture individuelle est un véhicule qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, il y a un impact environnemental, un impact en termes de réchauffement. Et puis, moi, je citerai aussi quelques autres sujets ou enjeux qui sont peut-être à l'origine d'ailleurs de mouvements sociaux ces derniers mois. Je veux dire, les territoires ruraux, à partir du moment où ils n'ont plus ces transports en commun, à partir du moment où parfois ils se trouvent dans des zones blanches, c'est-à-dire à partir du moment où ils n'ont pas accès à la fibre, ce sont des territoires qui deviennent des territoires
un peu déliés, c'est-à-dire éloignés du reste de la population, 80% de la population étant en métropole, 20-30% en zone rurale. Si on ne crée pas le joint, le lien, au travers un système de transport en commun suffisant, au travers un système de desserte en fibres suffisant, eh bien on en arrive à des fractures géographiques, territoriales, voire sociales. Merci Jean-Marc pour cette introduction. Je vous présente maintenant nos invités. Lionel Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des mobilités et des déplacements pour la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné. Et puis à côté de vous, nous avons Ophélie Bigot, qui est co-directrice de EOP, association qui fête cette année ses 20 ans. Une équipe de 14 personnes qui œuvrent aujourd'hui sur l'ensemble de la Bretagne pour démocratiser le covoiturage. Je voulais qu'on commence par un chiffre, Ophélie, qui m'a marqué quand on a préparé cette émission. C'est celui de ce qu'on appelle l'autosolisme. Oui, bonjour. L'autosolisme, effectivement, c'est un enjeu important. L'autosolisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être seul dans sa voiture. Il suffit de regarder finalement une route très passante pour s'apercevoir que malgré le nombre de places disponibles, eh bien, il n'y a souvent qu'un seul conducteur. Et on voit notamment dans les chiffres qu'il y a 1,06 passagers par voiture en moyenne en Bretagne. Donc, ça correspond à peu près à 3% de gens qui covoitureraient sur ces trajets. Donc c'est effectivement massif et c'est une habitude forte d'être seul dans sa voiture. Et on dit que c'est à peu près plus de 70% des trajets domicile-travail se font finalement seul dans sa voiture. C'est ça. Et on voit aussi que la plupart du temps, on a des habitudes de trajet qui peuvent être longues, mais 50% de nos trajets hors métropole sont inférieurs à 3 km. Et malgré la courte distance, ces trajets sont pour la plupart réalisés en voiture. Alors évidemment, la philosophie de l'association EOP, c'est pas de culpabiliser, on est vraiment dans de l'accompagnement, c'est ça ? C'est ça. Nous, on considère le covoiturage comme une possibilité de mobilité alternative, mais pas comme la seule solution ultime. Et on est là, effectivement, pour accompagner les changements, sensibiliser de manière ludique, mais sans jamais culpabiliser, parce que souvent, les gens n'ont pas d'autre solution que d'utiliser la voiture. Voilà, et on va y revenir sur les actions mises en place de manière concrète. Lionel Henry, le Val-d'Île-Aubigné, c'est 19 communes, certaines plus rurales que d'autres, puisque vous êtes aux portes de la métropole rennaise, avec notamment la commune de la Mézières. C'est un bassin de vie de 35 000 habitants sur 300 km², un territoire qui a une politique ambitieuse en matière de mobilité. Pourquoi en avoir fait une priorité de cette question des mobilités ? Alors on est effectivement dans l'air du temps. Vous l'avez dit, une communauté de communes de 35 000 habitants, une de celles qui ont la plus forte croissance démographique dans le bassin rennais. Donc ça amène des exigences supplémentaires. Je rejoins un peu la vision sur le covoiturage. Nous, sur 35 000 habitants, c'est 10 000 actifs qui, tous les jours, vont travailler sur la ville-centre, sur Rennes Métropole. Donc 10 000, ça fait beaucoup. Et 82% de ces déplacements sont faits en voiture. J'allais dire 82% de ces trajets sont faits en voiture et bien souvent en voiture solo. Et c'est une volonté au sein de la communauté de communes de lutter contre la voiture solo et de proposer des alternatives, pas une alternative, mais des alternatives en termes de déplacement. Voilà, donc vous avez monté un pôle mobilité assez récemment au sein de la communauté de communes et c'est donc inscrit dans votre plan stratégique. Vous savez quoi, Lionel Henry, il n'y a rien de mieux que des images pour illustrer ce que l'on vient de dire, puisque Isabelle Allier s'est rendue sur le territoire du Val-d'Île-Aubigné pour découvrir les solutions qui sont proposées aux habitants, enfin certaines de ces solutions. Regardez. Journée de livraison à Saint-Aubin d'Aubigné. Aujourd'hui, 7 habitants vont recevoir un vélo électrique flambant neuf qu'ils louent 120 € pour 6 mois. Mis en place par la communauté de communes Val-d'Île-Aubigné dès 2012, ce service évolue. Désormais, la location dure maximum 1 an afin que plus d'habitants puissent y avoir accès. Autre changement, des points contacts créés au plus près des habitants. On a créé des points contacts dans tout le territoire pour permettre aux usagers qui sont loin du siège de la communauté de communes de pouvoir aussi avoir accès au service. Donc à Sens de Bretagne, Montreuil-sur-Île et Saint-Aubin d'Aubigné où on est, il est aussi possible de louer un vélo, de le récupérer et de venir faire sa maintenance. On est vraiment dans l'idée de développer un service de proximité pour aller vers les gens qui n'ont pas de moyens de déplacement au quotidien.
Est-ce que vous connaissez la pression à mettre dans les pneus? J'ai à peu près 30 km à faire pour aller au travail, donc ça va être en complément d'un vélo classique. Et puis en même temps pour permettre à ma femme de découvrir aussi le vélo. On est à 5 km de Saint-Aubin, venir de temps en temps à Saint-Aubin-d'Aubigné en vélo aussi pour elle. J'envisageais effectivement d'acheter un vélo et comme j'étais pas très sûre de l'utiliser régulièrement et pas forcément sur la période d'hiver, donc la location sur une période de 6 mois, ça correspondait en fait à ce que je voulais. Place maintenant à la pratique. Signe de son succès, le service fonctionne avec une liste d'attente. Autre initiative favorisant la mobilité sur le territoire, la navette Mobi-Futé. 4 fois par jour, elle relie la gare de Montreuil-sur-Île à Fins et Aubigné. Ce sont beaucoup des lycéens qu'on emmène à la gare de Montreuil, en fin de compte, qui font leurs études sur Rennes, lycéens ou étudiants en fac ou autres. Et c'est très utile pour les gamins qui n'ont pas de moyens de locomotion. Vélo électrique, navette, mais aussi autopartage ou incitation au covoiturage, la communauté de communes multiplie les initiatives dans le domaine des transports. Avec plus de 80% des actifs travaillant en dehors de leur commune, les déplacements sont en effet un enjeu majeur du territoire. Voilà, et nous reviendrons sur toutes ces actions menées sur le territoire dans quelques instants. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre autour de la pédagogie et de la communication, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez insisté tous les deux. EOP, l'association, c'est vraiment la clé de voûte de vos actions, c'est-à-dire communiquer, faire connaître ces actions de covoiturage. Ça passe par quoi concrètement, Ophélie Bigot ? Nous, on communique effectivement beaucoup parce qu'on a besoin de sensibiliser les gens au covoiturage. On s'aperçoit que les gens n'ont souvent pas idée que le covoiturage peut être une solution. Donc on va communiquer, on va faire de l'affichage, on va communiquer dans les bulletins municipaux et puis on va utiliser parfois aussi d'autres modes de communication comme par exemple des tags au sol pour essayer de faire allumer la petite ampoule du covoiturage. C'est quoi les freins aujourd'hui au covoiturage ? Les freins, c'est souvent de ne pas savoir par où commencer. Déjà, donc où chercher, où trouver son covoitureur. Et puis après, il y a aussi des freins sur j'ai peur de ne pas avoir ma voiture quand j'en ai besoin, j'ai peur d'arriver en retard. Des freins qui sont normaux, des freins qui sont liés à notre trajet contraint, parce que souvent, c'est pour aller au travail. On a besoin d'être à l'heure, on a besoin d'être rassuré. Et c'est ces freins-là que nous, on essaye de lever au sein de notre communication, mais aussi au téléphone quand les gens nous appellent pour qu'on leur explique ce qu'est le covoiturage et comment ça fonctionne. Voilà, la voiture qui est un symbole de liberté et qui est effectivement un outil presque indispensable aussi en milieu rural. Vous travaillez auprès des usagers, des entreprises aussi, et puis des élus des territoires. Ça se matérialise comment, Ophélie Bigot ? Aujourd'hui, on sensibilise fortement les élus en fait, au covoiturage. Nous, on travaille avec les communautés de communes, avec les agglomérations ou les métropoles. Mais ce qui nous intéresse de plus en plus actuellement, c'est de travailler avec des relais au sein des communes. Donc on va former des élus ambassadeurs du covoiturage au plus près des habitants. D'accord. Et je crois d'ailleurs que vous connaissez la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné pour avoir travaillé pendant un certain nombre de temps. C'était quelque chose sur lequel vous aviez misé aussi, Lionel Henry. Oui, complètement. Et je vous rejoins parfaitement. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Nous, quand on interroge les habitants du territoire, c'est vraiment cette idée de liberté qu'ils mettent en avant. Il y a un attachement sacro-saint aussi à sa voiture personnelle. Alors on essaye de lutter contre. Je crois qu'on peut agir sur tous les fronts. Nous avons mis en place aussi des véhicules en autopartage pour que les gens se dépossèdent un petit peu de leur voiture perso et puis puissent utiliser des véhicules qu'on partage, qui n'est pas son véhicule personnel. Effectivement, je pense que c'est une relation historique avec EOP. Nous étions dans les premiers à travailler avec EOP. Je pense qu'il faut lutter vraiment sur tous les terrains en même temps, sur toutes les possibilités, pour favoriser toutes les alternatives à la voiture solo. Ouais, c'est vraiment la feuille de route de la communauté de communes, avec des messages ciblés, voire même presque personnalisés. Il faut dire que le territoire, on l'a dit, il est divers, puisqu'il y a des territoires très en proximité de la métropole, d'autres plus éloignés. Donc là, on travaille sur des messages vraiment ciblés. Oui, sur les messages, aussi sur les politiques.
On ne fait pas la même politique quand on est aux portes de Rennes, comme c'est le cas des communes du sud de notre territoire. On est au niveau de Cap-Malo. Et on ne fait pas la même chose quand on s'éloigne un peu plus de la métropole et que là, on est véritablement en territoire rural. Donc on n'a pas la même approche. Et puis sur notre communication, on a lancé à l'automne dernier une nouvelle campagne de communication dans le cadre d'un appel à projet avec l'ADEME, avec une communication un peu percutante, qui n'essaye pas, comme le fait EOP, de culpabiliser les gens, mais de proposer sur un mode ludique, de tester autre chose. Oui, voilà, l'expérimentation, tester, c'est vraiment la clé. Vous avez par exemple une action sur le territoire qui s'appelle les aventuriers de la mobilité. Ça marche plutôt bien depuis quelques années. Oui, alors depuis 2015, les aventuriers de la mobilité, c'est accompagner des habitants du territoire qui sont prêts à essayer autre chose, d'abandonner par exemple leur voiture pour aller au travail. Et on les accompagne, c'est soit vers le raccordement sur une ligne Breisgau, les cars, ou de partir sur le train avec la SNCF. Et puis aussi, pourquoi pas, pour certains, de trouver une solution de covoiturage. Et pour un mois, abandonner sa voiture. La plupart du temps, l'expérience est super intéressante. Ouais. Les gens restent sur l'expérimentation en disant finalement on a trouvé une solution pérenne et on abandonne la voiture solo. Oui, Ophélie. Oui, on a des résultats similaires. On organise régulièrement des défis autour du covoiturage auprès d'habitants quand on accompagne des communautés de communes comme le Val d'Ile, mais aussi auprès d'entreprises quand on mène des défis inter-entreprises. Et effectivement, le défi, c'est ludique, c'est sur une courte période, 3 semaines, 1 mois. Et cette liberté d'essayer, c'est vraiment tout bénéfice pour les usagers. Et puis les gens qui ont testé, ce sont sans doute ceux qui en parlent aussi le mieux. Je voulais juste qu'on rajoute un petit mot parce qu'en fait, il y a quand même une notion de temps long pour faire changer les comportements. Ce n'est pas du jour au lendemain et ça, vous le notiez, c'est important. Ben oui, l'accompagnement au changement, ce n'est pas un message, une affiche qui va permettre de changer les comportements. Ce n'est pas un défi qui va massifier la pratique du covoiturage sur une zone. Malheureusement, les représentations sont ancrées, les habitudes sont fortes et cet accompagnement au changement, il prend du temps. Et c'est en semant les graines qu'on arrive à faire changer les habitudes. Lionel Henry, on voit dans le reportage, vous allez au contact de la population, alors là pour la livraison des vélos, mais il va y avoir aussi toute une politique de mise en place pour aller à la rencontre des habitants pour des solutions extrêmement personnalisées en fait. Oui, alors c'est la mise en place sur l'année 2022 des rendez-vous solutions transport. En fait, on s'est rendu compte en travaillant avec nos différents partenaires, dont EOP, qu'il y avait des freins à la mobilité, notamment en termes d'accès à l'emploi pour les seniors. Et en fait, plutôt que d'attendre que les habitants du territoire viennent vers nous, au siège de la communauté de communes, on va aller vers les habitants. Donc on a décidé d'aller au contact de la population sur les 19 communes, sur des moments d'échange, alors qui sont en plus vraiment personnalisés pour chacune des communes. Ça peut être la présence de personnel de Breisgau, de la SNCF. C'est aussi des ateliers de remise en selle pour les adultes. C'est aussi la présentation de nos propres solutions de transport. C'est aussi des conseillers mobilité pour le retour à l'emploi. Que les gens viennent avec des questions, avec des difficultés et qu'ils puissent repartir avec une prise en charge ou une solution efficace. Personnalisée. Alors, nous allons prendre la direction, non pas des routes du département, mais maintenant des réseaux sociaux à la recherche des bonnes idées et des personnalités qui portent ces idées. C'est Charlotte Altos qui nous réalise sa chronique web comme chaque mois. Aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre le thème de l'émission Mobilité au pied de la lettre avec l'application GeoVélo. Nous connaissons tous Waze pour la voiture, je vous propose de découvrir GeoVélo pour le vélo. Créée à Tours en 2008 par 2 amis, l'application a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours avec sa levée de fonds de près de 4 millions d'euros pour s'étendre dans toute l'Europe. Le but de l'appli, vous inscrivez une destination à vélo, le système détecte alors l'itinéraire le plus rapide, mais aussi le plus sûr, car à vélo, la sécurité est primordiale. L'application est entièrement gratuite, sans publicité et disponible sur tous les appareils. Elle répertorie également des millions de données sur les chemins à prendre à vélo, ce qui va sans doute éviter de vous perdre sur un chemin non indiqué ou de vous retrouver sur une 4 voies avec votre 2 roues à pédales.
L'application de Tours cumule 650 000 téléchargements tout de même et est disponible dans 25 villes françaises pour le moment. Les objectifs à venir, une carte de toute la France à vélo, puis ensuite ils vont partir faire le maillage des grandes capitales européennes. Une belle histoire et une application utile que vous pouvez télécharger dès maintenant. Il y a ceux qui prennent leur véhicule pour rentrer chez eux et ceux qui se déplacent tout simplement avec leur maison. Voici la van life, comprenez la vie en van. Des milliers d'amateurs dans toute la France ont décidé d'abandonner leur résidence pour tout mettre dans un van aménagé et parcourir les routes nationales, voire même internationales. Comme Three Van Lifers, ce jeune couple normand amateur de voyage, de découverte et de bricolage s'est lancé en 2016 dans la van life. Et depuis, la famille s'est agrandie. En plus d'un chien et d'un chat, ils sont désormais accompagnés par leur petite fille d'1 an. Une vie de nomade qu'ils partagent sur leur compte Instagram aux 70 000 abonnés. En plus de montrer leur quotidien, le couple s'est lancé dans l'aménagement de vannes et ils donnent aujourd'hui de nombreuses astuces sur leur chaîne YouTube. L'inconvénient, c'est que c'est cher sur le coup, mais si on regarde à long terme, c'est un investissement. Le lithium, si on utilise 50% de la capacité de la batterie, vous pourrez faire 5000 cycles. Sur des batteries AGM ou gel, vous ne pourrez pas en faire plus de 1000. Ils ont également écrit plusieurs livres en donnant leurs conseils et en partageant leur réalité. Une vie faite d'amour, d'eau fraîche, de poils de chat et de maison sur 4 roues. Que faut-il de plus ? Eh ben, peut-être pas de poils de chat pour ceux qui sont allergiques, ce serait mieux. Alors on vient d'en parler, faire savoir ces actions que l'on met en place dans les territoires, c'est important, et faire ensemble également. Ophélie Bigot, vous parliez tout à l'heure des entreprises avec lesquelles vous collaborez, des entreprises qui se préoccupent de la mobilité des salariés quand le contexte l'impose. Ça veut dire quoi très concrètement ? Concrètement, ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, elles ont de plus en plus de mal à recruter. Et que la mobilité, c'est la compétence indispensable à l'accès à l'emploi. Donc les entreprises, elles ont des besoins de recrutement. Donc nous, on va aider les personnes à aller vers l'entreprise. Et elles ont aussi parfois des défauts d'attractivité. Et le covoiturage vient aussi montrer que l'entreprise est engagée. Alors, on va pouvoir dire pour certains que c'est du greenwashing, mais ça permet déjà un engagement et ça montre aux salariés aussi une autre piste d'action pour l'environnement. Pour peut-être parler des répercussions concrètes, on peut prendre l'exemple d'un défi qui a lieu en ce moment même sur le territoire de la Courrouze. 15 entreprises sollicitées, potentiel de 3000 salariés concernés par une action de covoiturage. Tout à fait. Alors la Courrouze, c'est une zone d'activité qui est en bord de Rennes, entre la Rocade et le centre-ville. Et la problématique importante de cette zone, c'est que ça manque de stationnement. Donc là, le défi vient montrer aux salariés que le covoiturage est possible et il démarre sur les chapeaux de roue avec plus de 150 inscrits à ce jour et déjà plus de 500 km covoiturés en un peu plus d'une semaine de défi. Donc on est très content de ces résultats. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'imagine que les approches sont différentes en fonction des territoires. On n'aborde pas les choses de la même manière quand on est sur des activités un peu tertiaires en métropole et puis dans des territoires beaucoup plus ruraux comme le Centre-Bretagne dans lequel vous intervenez aussi. Typiquement, quand on est à la Courrouze, on est sur une zone d'activité, effectivement, en bord de centre-ville. Donc, on intervient de manière générale avec le système de transport en commun qui est sur place, donc là, en l'occurrence, la Star. Mais quand on intervient en Centre-Bretagne, effectivement, on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Déjà, souvent, il y a peu de solutions de mobilité disponibles. Même le vélo va pouvoir être compliqué. Et on va être sur des profils aussi différents. Donc on va être sur un accompagnement plus fin, on a des personnes qui sont moins adeptes du numérique, donc l'accompagnement va être différent, la communication va être différente et les actions mises en place du coup seront adaptées. Avec des résultats avec quand même. Des résultats aussi assez forts sur des entreprises agroalimentaires. On peut avoir jusqu'à 300 demandes de covoiturage par an pour une entreprise et on arrive à trouver jusqu'à 40% de solutions de covoiturage. Et c'est donc autant de personnes qui arrivent à aller vers l'emploi grâce à cette mobilité. Lionel Henry, les entreprises de votre territoire, est-ce qu'elles sont demandeuses de solutions ? Est-ce que vous travaillez Totalement, aussi bien sur le covoiturage que sur des solutions transport en commun. C'est peut-être là qu'il y a le plus d'enjeux aujourd'hui sur une partie de notre territoire. Des solutions de covoiturage, elles sont plus difficiles à mettre en place sur notre territoire parce qu'on a un réseau de petites PME. Et c'est peut-être un peu plus difficile que quand on a des grandes entreprises installées. Mais on voit dans les projets d'installation de nouvelles entreprises sur le territoire une volonté de trouver des solutions durables de transport, de faciliter aussi des mutualisations.
Quand on parle du territoire du Val-d'Ille-Aubigné et on est à côté de Rennes Métropole, on a parfois les cars de Breisgau qui passent à côté des bus de la Star. On voit bien la demande du citoyen lambda qui nous demande s'il n'y a pas des solutions à trouver de ce côté-là. Il y a des réflexions qui s'engagent entre collectivités pour améliorer, rendre plus efficaces encore les solutions de transport en commun sur ce territoire. Créer de l'interconnexion et de la cohérence aussi entre les différents acteurs du transport sur les territoires. Jean-Marc Esnault, un mot sur peut-être l'intérêt du covoiturage aussi en matière d'environnement ? Alors, il y a un intérêt fort en termes d'environnement, puisqu'aujourd'hui, la voiture individuelle correspond à 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est loin d'être négligeable. Si on s'intéresse aux territoires ruraux, comme on a pu le dire au cours de cette émission, ceux qui vivent dans les territoires ruraux sont aussi ceux qui font des déplacements relativement longs, ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, du lieu du domicile vers le lieu de travail. Et donc, toutes les solutions de covoiturage ou de transport en commun permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact environnemental. Au-delà de l'environnement, il y a quand même aussi un impact très fort sur le budget des ménages. Pour donner là aussi quelques éléments chiffrés, le budget des ménages consacré au transport aujourd'hui, pour une voiture individuelle, c'est 5 300 € par an pour un ménage qui vit dans les territoires ruraux. Et comparativement, c'est 1 300 € de moins pour un ménage qui vit en territoire urbain. Donc, ça met bien en évidence les enjeux, si vous voulez. Une dimension économique aussi. Une petite réaction peut-être, Ophélie Bigot, sur cette notion Oui. L'automobile est effectivement une part importante du budget des ménages. Souvent en milieu rural, on est en plus à 2 voire 3 véhicules par foyer. Et cette dimension est d'autant plus importante pour les foyers les plus modestes, puisque souvent le véhicule est ancien et demande beaucoup plus d'entretien, ce qui augmente d'autant plus le budget associé. Et puis c'est la première raison, effectivement, la raison économique pour laquelle on se lance aussi dans le covoiturage. Le covoiturage, on y vient peu souvent par la porte de l'environnement, on y vient bien plus facilement par la porte économique. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit une hausse importante de la fréquentation des plateformes de covoiturage et des inscrits sur ces plateformes-là. Lionel Henry, vous allez lancer une étude autour des publics fragiles. On parlait des gens qui seraient peut-être aussi les plus modestes et pour qui ce budget déplacement parfois est très très lourd. Oui, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur une étude sur les mobilités durables et notamment en direction des publics les plus fragilisés. Donc là, l'étude est en cours. Elle concerne aussi bien des personnes qui sont en recherche d'emploi, des seniors. Il y a quand même la question des seniors dans les espaces ruraux. Et puis aussi les jeunes actifs, mais aussi les jeunes, j'en vois beaucoup là derrière nous, les jeunes lycéens, étudiants. Il y a l'activité, le travail, les études, mais il y a aussi les loisirs. Et c'est aussi apporter des solutions dans le domaine des loisirs. Voilà, déterminer les besoins de manière précise. On prend maintenant la direction de la Côte d'Emeraude. Actuellement, il n'y a pas de piste cyclable sur le barrage de la Rance. Le passage entre Saint-Malo et Dinard est donc compliqué pour les vélos. Cela va changer cet été puisqu'un nouveau service de navette va être mis en place. Les cyclistes pourront prendre un bateau électrique. C'est la chronique portée par notre partenaire Le Crédit Agricole, signée Isabelle Allier. Traverser la Rance avec son vélo sur un bateau électrique, c'est le projet imaginé par Ronan Chartret. Son entreprise, Émeraude Émotion, organise déjà des balades en bateau sur la côte d'Émeraude. Cet été, elle proposera donc un nouveau service pour relier Saint-Malo à Dinard au niveau du barrage de la Rance. Et c'est ici, à Lorient, qu'est en train d'être construit le catamaran électrique de Ronan. Aujourd'hui, le Malouin découvre pour la première fois les coques assemblées. C'est vraiment la mise en forme du bateau, quoi. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur des plans, sur du virtuel. Donc là, ça y est, on a du concret qui sort du chantier et de l'atelier, quoi. En fait, c'est important aussi pour nous, c'est d'avoir un contact avec son bateau, quoi. C'est pas simplement un outil de travail, c'est une conception, c'est un développement, puis vraiment une mise en œuvre, une création totale, quoi. Donc là, on voit qu'il prend forme et qu'il est en train de naître, quoi.
Le bateau fera 10 mètres de long et pourra transporter 20 passagers et 20 vélos. La construction au chantier naval Bagou Boat, spécialiste des bateaux électriques, aura duré 6 mois. Jérôme et son équipe ont travaillé à le rendre le plus économe possible au niveau énergétique. L'autonomie, c'est la principale problématique de ces bateaux. On travaille sur la performance de la coque pour arriver à des bateaux qui vont consommer un minimum, et ça demande de travailler sur le poids du bateau, ça demande de travailler sur les formes de la coque, et pour adapter le bateau au final à son ambition. Une partie de l'énergie sera rechargée grâce aux panneaux solaires installés sur le toit du bateau. Si Ronan avait pour premier objectif de sécuriser le passage des cyclistes au niveau du barrage de la Rance, le choix d'un bateau électrique a été une évidence dès le début de son projet. Chacun doit faire un effort au jour d'aujourd'hui. On sait que la planète n'a qu'une vie aussi. Donc du coup, il va falloir entretenir et en prendre soin. Donc si on peut aussi, nous, faire notre part en mettant en place un bateau électrique pour apporter une mobilité propre et douce, autant le faire. Les rotations du bateau commenceront en juin. Côté Saint-Malo, l'embarquement se fera cale de la Passagère ou à Saint-Suliac. Le service proposera des passages le matin et le soir, notamment pour les habitants du secteur, mais aussi en journée pour les touristes. Lionel Henry, je voulais que vous nous disiez un mot de la politique vélo sur le territoire du Val-d'Ille-Aubigné. On a vu dans le reportage la livraison de ces vélos électriques. C'est assez peu courant en fait en milieu rural. Alors il y a un attachement historique en fait à la pratique du vélo sur le territoire, mais plutôt de la pratique de loisirs. Pourquoi vous avez misé sur une pratique plus utilitaire ? Alors effectivement, le vélo sur le territoire, c'est une vieille affaire maintenant, parce que nous devions être des pionniers sur la location de vélos à assistance électrique. Ça remonte à 2012, ça fait 10 ans déjà. On a essayé aussi de l'expérimentation sur du vélo en vélo partage. C'était une expérimentation sur quelques points du territoire. On apprend aussi de ces expérimentations. Là, on n'a pas poursuivi. Mais par contre, c'est vrai que c'est un axe très très fort dans notre schéma des déplacements. La priorité numéro 1, c'est les déplacements vers la métropole, vers ou depuis la métropole. Et chez nous, c'est plutôt un accompagnement via le vélo. Donc en fait, c'est aussi bien, vous l'avez très bien dit dans le reportage tout à l'heure, l'acquisition d'une nouvelle flotte de vélos. D'ici la fin de l'année, ce seront 62 vélos qui seront mis à disposition des habitants du territoire. Sur lequel on peut ajouter qu'il y a une tarification sociale, d'ailleurs, pour des publics un peu plus modestes. Et puis, c'est aussi le déploiement de liaisons cyclables, de renforcer nos liaisons cyclables, mettre des vélos, y compris assistance électrique, sur les routes, mais sur des routes qui restent accidentogènes ou peu sécurisées, ce serait quand même un non-sens. Donc c'est un travail d'aménagement, en fait. Par des aménagements. Et ce que vous montriez tout de suite là, sur le barrage de la Rance, on a eu un peu d'autres équivalents du barrage de la Rance. C'est le cheminement au niveau de Cap-Malo, avec le franchissement de la RN 137, la route nationale, qui nous posait problème, là, une espèce de point bouchon, et qui est en passe d'être résolu. Les travaux sont en cours là, pour pouvoir offrir là aussi un peu de mobilité pour les vélos. Je voudrais maintenant qu'on fasse un focus sur le train, parce que les enjeux sont grands à la matière. Vous l'évoquiez en introduction, Jean-Marc. Il y a des débats relativement récents autour de 2 rapports, Philizot et Spinetta. Oui, en effet, le rapport Spinetta a notamment fait couler beaucoup d'encre. C'est un rapport qui avait une approche très économique des voies ferrées, de leur exploitation, et qui recommandait d'une certaine manière la fermeture de toutes les voies ferrées qui n'étaient pas économiquement rentables. On a eu un second rapport ensuite, qui a été le rapport Philizot, qui a atténué les conclusions du rapport Spinetta, et qui là donne la compétence à la fois à l'État, à la fois aux régions pour maintenir et développer les petites voies ferrées. Ensuite, tout cela a été cristallisé dans ce qu'on appelle une loi orientation sur les mobilités et qui vise aussi à promouvoir les initiatives, les innovations sur les territoires ruraux, et pas que les territoires ruraux, mais pour développer en tous les cas l'usage de ces voies ferrées au travers
de véhicules qui seraient un petit peu innovants et surtout qui économiquement seraient plus rentables demain. Eh ben vous me faites une transition parfaite, Jean-Marc, parce que ça va être l'occasion de découvrir un projet qui porte le nom de Taxi Rail. Il s'agit de l'initiative d'une entreprise costarmoricaine. L'idée, c'est donc de faire revivre ces fameuses petites lignes ferroviaires par du transport dit léger. Regardez. Ce n'est encore qu'une maquette, mais elle pourrait bientôt signer le renouveau des petites lignes de train. Avec ses 6 mètres de long et 3 de large, le prototype Taxi Rail sera testé en fin d'année en Normandie. Et on n'a pas de zone de croisement là sur la halte. Non, à ce niveau-là, il n'y en a aucune. Régis Quat, le fondateur du concept, fait le point avec ses collaborateurs et partenaires disséminés dans toute la France. La présentation, on est là clairement sur une opportunité de création de nouvelles haltes. Pas de desserte collective. Le costarmoricain travaille à ce concept depuis 2017, après avoir fait le triste constat de l'abandon et de la fermeture du réseau ferroviaire secondaire. Nous avons un formidable potentiel qui est hérité du 19e siècle et qui permet de répondre dans beaucoup de cas. On est quand même sur un potentiel de 200 à 300 lignes en France et qui permet de répondre à la problématique de report modèle décarboné, décarbonation de la mobilité, mobilité inclusive aussi, accès à la mobilité pour tous les publics. Alors comment ça marche ? Un module d'une capacité de 40 places, autonome, fonctionnant à l'hydrogène, sans conducteur mais supervisé dans un poste de commandement centralisé. Le Taxi Rail pourrait fonctionner aux heures de pointe mais aussi sur demande en heures creuses, un concept totalement inédit. L'idée d'être la colonne vertébrale des mobilités en zone rurale et périurbaine, puisque autour de la dynamique de transport structurant Taxi Rail, on peut également dynamiser ou créer des pôles intermodaux où on va retrouver toutes sortes de mobilités, des mobilités douces. Une solution qui se veut pratique et facile pour le voyageur afin de rendre plus attractifs les transports en commun. Et pour mieux comprendre où pourrait circuler ce train léger, Régis nous emmène en périphérie rennaise. Là, nous sommes sur une voie actuellement désaffectée qui pourrait demain être réhabilitée pour un service voyageurs et fret léger en module autonome Taxi Rail. C'est une voie qui n'est pas entretenue depuis des années, donc il y aura un travail assez conséquent de remise à niveau. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes sur des coûts qui sont inférieurs aux coûts habituels du ferroviaire pour plusieurs raisons, notamment parce que nous sommes un train léger qui va moins solliciter la voie. En France, près de 9000 km de lignes pourraient être concernés et Taxi Rail se voit même déjà exporter sa solution à l'international. Si la société a l'écoute d'une grande majorité de collectivités, le plus dur reste de passer des études au réel et d'accroître les capacités financières de l'entreprise qui attend encore l'homologation de son module autonome. Lionel Henry, il y a 3 gares sur le territoire du Val-d'Ile-Aubigné. C'est une force, forcément. Mais est-ce que vous avez voix au chapitre, notamment concernant la cadence, les horaires, l'interconnectabilité des modes de déplacement ? Alors, effectivement, c'est une chance. 3 gares, j'allais presque en rajouter une, puisqu'il y a la gare voisine de Chevigné, qui est en limite de territoire, mais qui profite aux habitants de notre territoire. On voit bien, hein, c'est vraiment une chance, un atout. Les 3 communes où se sont situées les gares connaissent une croissance démographique plus forte que les communes voisines. Donc il y a un effet évident, c'est plutôt louable, hein, puisque on est sur un moyen de transport écolo. Et par contre, pour revenir à votre deuxième question, eh bien, en fait, c'est la région qui est chef de file en termes d'organisation des déplacements et du transport ferroviaire. Malgré tout, avec la récente loi LOM sur les mobilités, nous sommes devenus autorité organisatrice de mobilité aux côtés de la région. Il y a des contacts qui ont été pris avec tous les EPCI, toutes les communautés de communes de Bretagne et la région pour travailler ensemble. Donc on peut espérer que dans les mois, les années qui viennent, il y ait une collaboration active, heureuse entre les collectivités et la région Bretagne.
C'est à espérer. Il y a quelques autres usages des petites lignes que l'on peut signaler, Jean-Marc. Oui, il y a quelques expérimentations de réutilisation des voies ferrées en voies cyclables. Bon, ce sont des expérimentations qui sont encore assez peu répandues pour des raisons de lourdeur d'ailleurs procédurale, administrative. Cela étant, là aussi, on peut parler quasiment d'enjeu parce que je crois qu'aujourd'hui, ça doit être à peu près 5300 km de voies ferrées qui sont inutilisées. Juste en termes de clin d'œil, un Tour de France en vélo, c'est 3500 km. Donc ça veut dire qu'on peut faire de belles balades si demain, on est en capacité de réutiliser ces voies ferrées. Au-delà de ça, je pense aussi que ça peut renforcer l'attractivité touristique de certains territoires. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe notamment sur le bassin d'Arcachon où il y a énormément de voies cyclables et ça permet de renforcer l'attractivité de ce territoire-là. Demain, avoir ce même type d'utilisation des voies ferrées sur des territoires ruraux pourrait en effet renforcer l'attractivité touristique, je pense. On va parler d'intermodalité parce qu'évidemment, il n'y a pas une solution unique pour le transport. Est-ce que, par exemple, avec EOP, vous essayez de trouver des interconnexions justement entre les différents modes de déplacement Ophélie Bigot? On intervient toujours sur un territoire en concevant le covoiturage comme étant effectivement une solution parmi le bouquet de services à proposer. Et on voit, il y a des pistes à imaginer auprès des gares, venir en covoiturage jusqu'à la gare, mais aussi sur les usages du quotidien, justement, les petits déplacements, voir comment on peut mieux optimiser l'usage de la voiture. Oui, parce qu'il y a des territoires aussi où il n'y a pas du tout d'offre de transport en commun. Ça arrive, des territoires qui vous appellent et qui vous disent... Le transport en commun, c'est un coût important et les territoires ne peuvent pas tous se développer. On ne peut pas mettre du transport en commun partout. Et même les territoires où il y a du transport en commun, on ne peut pas faire de porte-à-porte. Il y a toujours la problématique du premier ou du dernier kilomètre qui peut être délicat. Et sur certains territoires, je sais que nous, on travaille spécifiquement sur justement cette problématique d'aller jusqu'à la station de bus, notamment sur Pleurmel Communauté dans le Morbihan, où ils ont une ligne qui dessert qu'une partie du territoire. Et du coup, on travaille sur cet acheminement jusqu'au transport en commun. On l'a vu dans le reportage, Lionel Henry, vous avez ce fameux Mobifuté qui vient de la gare, qui ramène les gens dans les communes. Chez elle, je voudrais qu'on reparle de la gare juste de Montreuil, parce que vous avez inauguré en fin 2021 un pôle multimodal qui a été complètement repensé autour de cette gare. Ça, c'est des structures, des investissements qui coûtent aussi cher à la collectivité. Oui, c'est un investissement, mais qui nous paraît utile justement pour accompagner la conversion de la voiture solo vers des solutions de transport en commun et le train en ce qui concerne Montreuil-sur-Île. 160 places de stationnement, 9 places réservées pour des covoitureurs. Donc on vous voit bien sur l'intermodalité. Il y a des box sécurisés pour les gens qui viendraient à vélo. Il y a la navette Mobifuté, vous en avez parlé, qui permet de rejoindre cette rue gare. Il y a des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Donc on essaye de multiplier autour de cet équipement là, les possibilités, les renforts de transport qui évitent de prendre sa voiture, effectivement. C'est quoi les attendus très concrètement autour de ce pôle multimodal? Est-ce qu'on se met des objectifs chiffrés en disant, ça, plus combiné avec de la communication ou le fait d'aller des actions d'ateliers auprès des habitants, est-ce qu'on se fixe des objectifs? Je crois que le premier objectif, mais il est partagé par tout le monde sur la métropole, c'est décongestionner un petit peu. On entend souvent que 10% de voitures en moins sur la rocade le matin et ça ferait qu'il n'y ait plus de bouchons le matin. Donc il faut qu'on arrive tous à travailler ensemble là-dessus. Donc tous les petits grains que nous posons les uns à côté des autres, ça doit permettre de trouver des solutions efficaces. Pour nous, là, qui sommes assez proches de la métropole, effectivement, assez souvent, c'est de penser au vélo. Quand on est à Melay, c'est une petite dizaine de kilomètres du nord de la métropole. C'est jouable. Donc c'est d'inciter nos concitoyens à utiliser autre chose que la voiture. Jean-Marc Esnault, est-ce que les collectivités locales, aujourd'hui, elles ont conscience de ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette notion de territoire délié ou de territoire relié? Est-ce que c'est une question qui est prise à bras-le-corps?
Je pense qu'en effet, un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui ont le sentiment d'être en retrait parce qu'ils ne sont pas reliés au reste de la population par un système de transport en commun, par le fait qu'il n'y ait pas non plus l'accès à la fibre partout sur ces territoires ruraux. Et puis s'ajoute à cela d'autres éléments. Je veux dire, on s'éloigne un petit peu de notre sujet sur la mobilité, mais le fait même qu'il n'y ait plus aujourd'hui de cumul des mandats possibles fait qu'on a parfois des représentants dans les collectivités qui ne sont plus élus ou sénateurs ou députés. Et donc tout ça contribue quelque part à ce qu'on ait des ruraux qui se sentent éloignés du reste de la société, de la population. Et c'est effectivement un vrai enjeu de relier ces territoires-là et les personnes qui constituent ces territoires-là au reste de la société pour éviter des fractures territoriales qui se traduisent ensuite par des fractures sociales. Et ces territoires peuvent se faire aussi accompagner. On voyait cette collaboration EHOP avec le Val d'Ille-Aubigné pour mettre en place des actions. Je voudrais qu'on fasse une nouvelle parenthèse dans nos échanges avec la chronique de notre partenaire Serre France Brocéliande. Juliana part dans le Morbihan pour rencontrer Nadège, Henri et Sophie Le Gall dans Belle Façade qui nous racontent l'aventure de cette entreprise du bâtiment où désormais une partie des salariés est aussi associée. Nous sommes à Niviac, dans le Morbihan, en pleine campagne. Je ne sais pas si la personne qui habite cette maison travaille en ville ou pas, mais une chose est sûre, c'est que j'ai rendez-vous avec En Belle Façade pour parler de leur travail sur cette maison. Donc on est une entreprise de 25 salariés et on fait l'enduit extérieur, isolation thermique par l'extérieur. Donc on intervient sur du neuf ou de la rénovation en marché individuel, c'est-à-dire pour le particulier, pour des architectes ou pour du collectif. La nouveauté pour vous, c'est qu'il y a quelques semaines maintenant, vous êtes devenu une SCOP. Ça veut dire que les 25 salariés, il y a une partie qui sont aussi associés aujourd'hui de l'entreprise. Oui, tout à fait. Depuis le 1er mars, le dirigeant, M. Maillet, a décidé de vendre son entreprise à ses salariés, il l'a proposé. Et donc 12 salariés sur les 25 ont validé le projet et sont devenus associés. Donc on est aujourd'hui une SCOP. Ça vous apprend aussi à travailler différemment ensemble? Oui, on commence à s'organiser dans notre nouvel format SCOP. Et donc on décide de mettre des réunions trimestrielles. Où le premier sujet, ça va être l'organisation de notre site de production. Et Serre France, qui vous accompagne déjà depuis un certain nombre d'années, a été aussi à vos côtés durant cette période transitoire. Oui, voilà, ils nous ont accompagnés sur le plan juridique, comptable, et ils vont continuer à nous suivre en comptabilité. En Belle Façade, nous les accompagnons depuis leur création. L'entreprise a grandi. Au début, c'était une EURL. Aujourd'hui, c'est une SARL et une SCOP. Voilà, donc au niveau juridique, par exemple, on a su les accompagner. Sylvie et Anthony sont arrivés dans l'entreprise en tant que salariés en 2007-2008 et depuis quelques jours, ils sont maintenant gérants. Est-ce que cette entreprise en particulier qui vous accompagne d'ici nombreuses années dans leur secteur d'activité, il y a des choses un peu particulières qui ressortent de ce dossier? Sylvie fait partie du comité professionnel. Le comité professionnel, c'est un groupe de clients que nous réunissons 3 fois par an pour écouter leurs problématiques. En fait, Nadège, on peut dire à tout le monde, vous êtes vraiment des acteurs de terrain, non? Voilà, et on arrive bientôt au terme de notre émission. Le temps encore quand même d'évoquer avec vous, Lionel Henry, les associations d'usagers que vous intégrez aussi dans les choix de politique qui sont à mener sur le territoire, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc on expérimente, puis après, il faut faire des choix. Ces associations d'usagers, elles sont mises à contribution. Oui, alors les associations d'usagers, je pense à une avec qui on a beaucoup travaillé sur Melez, Transport Mobilité, qui a assuré pendant toute l'année écoulée des ateliers participatifs de réparation de vélos, avec un succès énorme sur toutes les communes du territoire. Là, ça fonctionnait très bien. Et puis, ils sont les premiers acteurs de la mobilité, ces usagers qu'ils soient en association ou pas, et sur le passage d'une liaison cyclable, sur une possibilité de mutualiser le vélo avec le covoiturage, l'autopartage, souvent ce sont eux qui sont les mieux placés pour pouvoir nous aider. Donc on travaille beaucoup avec eux. Un prochain comité des partenaires sur la communauté de communes permettra de les associer encore plus à nos choix.
Ce type de politique, Lionel Henry, ça a un coût malgré tout. Vous disiez, vous êtes très attentif à vous intégrer dans des appels à manifestation d'intérêt, à aller chercher des cofinancements parce que l'argent, ça reste aussi le nerf de la guerre. Oui, et vous le disiez tout à l'heure, nous, il n'y a plus de cumul des mandats, donc des élus qui seraient à la fois sur la communauté de communes et à la fois à Paris. Donc en fait, il nous faut trouver des solutions un peu géniales, et donc on regarde assez attentivement les appels à manifestation d'intérêt, les appels à projets, et aussi bien sur du fonctionnement que de l'investissement, et aussi tout simplement payer nos agents. Eh bien, on rentre assez souvent dans ces appels à projets. Mais c'est vrai que la politique de mobilité, elle a un coût. Il y a des arbitrages. On est en période d'arbitrage budgétaire sur la communauté de communes. Je pense avoir obtenu des avancées au moins pour les aménagements pour les années à venir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, Ophélie Bigot. C'est un peu cliché, mais quand on parle de covoiturage, on peut retenir l'expression le tester, c'est l'adopter. C'est vraiment ce que vous dites, il faut essayer et dépasser un peu les idées reçues. C'est ça, essayons, testons, trouvons notre binôme ou trinôme de covoiturage et on pourra se déplacer heureux. C'est vrai que les gens essayent, comme on le disait, pour l'économie. Mais ils continuent pour la convivialité et ils restent vraiment sur cette pratique de covoiturage parce qu'ils y trouvent de nombreuses qualités et de nombreux bénéfices. Voilà, notamment du lien social. Et vous disiez que 90% des expérimentations en fait, se poursuivent et puis on n'est pas obligé de covoiturer tous les jours. Alors on a été accompagnés pendant toute cette émission par un petit concert de klaxon. On est juste en proximité de la rocade, comme quoi se déplacer aussi, ça peut être joyeux. On l'a noté. Jean-Marc Esnault, je voulais qu'on termine sur l'annonce d'une émission un peu exceptionnelle, puisque le mois prochain, c'est pas à The Land qu'on se retrouvera, mais à la Gacilly, je crois. Exactement, on l'avait déjà annoncé dans une précédente émission. On se retrouvera pour cette cérémonie des Coqs d'Or à la Gacilly, dans un environnement un peu différent. Et au cours de cette cérémonie, on récompensera les plus belles initiatives, les plus belles innovations sur les territoires ruraux, au-delà même de nos frontières régionales, puisqu'on récompensera des projets qui sortent, qui émanent un peu sur tout le territoire national. Voilà, donc on se retrouve sur l'antenne de TVR le 9 avril pour la diffusion de cette émission un petit peu exceptionnelle. Il me reste à vous remercier, Ophélie Bigot, Lionel Henry, pour vos éclairages sur cette question de la mobilité et puis pour nous avoir montré que, on peut effectivement vivre à la campagne et travailler à la ville. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe de The Land qui accueille chaque mois cette émission, toutes les équipes de TVRN. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour cette prochaine émission autour de la remise des trophées des Coqs d'Or.